Bonjour. Au cours de la première séance du cours, nous avons décrit la problématique de l'interaction fluide-structure et ses équations. Nous avons introduit les techniques d'adimensionnement et avons réalisé une première analyse dimensionnelle simple qui nous a permis de distinguer les cas avec ou sans fluide de repos. Nous allons nous concentrer dans les deux prochaines séances sur le cas du fluide de repos et allons tout d'abord compléter l'analyse dimensionnelle réalisée lors de la dernière vidéo. Commençons tout d'abord par présenter à nouveau les équations du problème d'interaction fluide-structure sous une forme schématique que nous allons garder tout le long du cours. Nous nous intéressons ici à la dynamique d'une structure décrite par un seul mouvement modal. L'ensemble des phénomènes physiques seront présentés sur ce cas simple et nous traiterons du cas à plusieurs modes à la fin de cette séance. Le mouvement de la structure selon ce mode impose une vitesse à l'interface fluide-solide. Cela définit une condition aux limites pour les équations de Navier-Stokes dans le fluide. Ce dernier exerce alors une force modale sur la structure qui est la projection de la contrainte fluide à l'interface sur le mouvement modal. Et finalement, une force provenant du fluide apparaît au second membre de l'équation d'oscillateur. Maintenant que nous avons écrit le problème sous cette forme, nous pouvons nous questionner sur les outils à notre disposition pour résoudre cet ensemble d'équations couplées. Si nous ne faisons pas d'approximation, nous n'avons pas d'autre choix que de résoudre ce jeu d'équations à l'aide de méthodes numériques, comme les éléments finis par exemple. On peut imaginer une résolution par incrément de temps, où à chaque pas de temps, la nouvelle position et la nouvelle vitesse de la structure sont calculées par intégration numérique, avant de servir de nouvelles conditions aux limites pour le fluide, qui est à son tour résolu pour le nouveau pas de temps. La nouvelle contrainte fluide peut alors servir pour calculer la nouvelle force modale. On peut alors passer au pas de temps suivant, et ainsi de suite. Ce type de méthode est dite partitionnée. D'autres méthodes, parfois appelées monolithiques, permettent de résoudre l'ensemble des équations en une étape à chaque pas de temps. Ces approches numériques peuvent s'avérer efficaces sur des problèmes complexes, mais sont très coûteuses en temps de calcul informatique, en adaptation de maillage lorsque le solide se déforme beaucoup, et ne sont pas toujours indispensables pour bien saisir la physique des phénomènes sous-jacents. Dans ce cours, nous faisons précéder l'analyse de la physique de notre problème par un adimensionnement et une linéarisation des équations. Cela permettra de conserver une approche modale tout au long de la résolution et nous facilitera l'analyse physique et la mise en évidence de phénomènes. Pour rappel, au cours de la précédente vidéo, nous avons introduit deux nombres sans dimension. Le premier est la vitesse réduite, qui peut être vue comme le rapport entre le temps caractéristique de l'écoulement à la vitesse u0 et le temps caractéristique de la dynamique du solide, 1 sur oméga 0. Le deuxième nombre est le nombre de déplacements, qui est le rapport entre l'ordre de grandeur du déplacement du solide au cours de son oscillation et sa dimension caractéristique. À partir de ces deux nombres, on peut en construire un nouveau qui exprime le rapport entre la vitesse caractéristique du solide et la vitesse caractéristique du fluide. Si celui-ci est grand, cela signifie que le fluide peut être considéré comme n'étant pas en écoulement. Par conséquent, il n'est plus pertinent de choisir U0 comme vitesse caractéristique pour l'adimensionnement des équations dans le fluide. Il nous faut donc revoir nos choix de dimension caractéristique. Nous allons dans toutes les études avec fluide au repos utiliser un temps caractéristique unique pour l'adimensionnement, 1 sur oméga 0. Et la longueur caractéristique sera toujours L dans le fluide et le solide. La condition cinématique impose l'égalité des vitesses à l'interface entre le fluide et la structure. Son adimensionnement fait à présent apparaître oméga 0 L de chaque côté. Et la condition cinématique sans dimension s'écrit tout simplement petit u égale dxi sur dt. Dans le fluide à présent. Commençons par la conservation de la masse. Les grandeurs sans dimension sont indiquées à droite. Ce n'est pas différent des choix qui ont été faits dans l'exemple en mécanique des fluides de la précédente séance, à part qu'on choisit oméga 0 L comme vitesse caractéristique. Finalement, cet adimensionnement fait apparaître un nombre sans dimension devant la dérivée particulière de la pression, qui exprime le rapport de deux vitesses au carré. L'adimensionnement de la conservation de la quantité de mouvement
ne pose pas de difficultés supplémentaires. Voici finalement le bilan des équations dans le fluide. Nous avons fait apparaître 3 nombres sans dimension qui, de par le choix de vitesse caractéristique effectué, sont différents de ceux que nous avons mis en évidence en mécanique des fluides. Le premier nombre est un paramètre de compressibilité, noté K. Il peut être vu comme un nombre de Mach un peu spécial où la vitesse caractéristique choisie pour le fluide est ω0L. Nous verrons plus tard qu'il est plus pertinent de voir ce nombre comme un rapport de longueur. Le deuxième nombre, noté Fd, est le nombre de Froude dynamique. On voit apparaître 2 fréquences caractéristiques, ω0 et racine de G sur L. Enfin, le troisième nombre, appelé nombre de Stokes, est l'équivalent d'un nombre de Reynolds dans le cadre d'une oscillation de structure à la pulsation ω0. Intéressons-nous à présent à l'adimensionnement des équations de structure. Dans notre description de la dynamique selon un seul mode propre de structure, nous avons affaire à une seule équation d'oscillateur forcée par la projection de la contrainte fluide à l'interface sur le mode de déformation considéré. Nous utilisons toujours 1 sur ω0 et L pour l'adimensionnement du temps et des longueurs respectivement. Et le tenseur des contraintes est adimensionné avec ρ0, ω0 L carré, tout comme la pression. Réagençons les termes et remarquons que ω0 est la pulsation caractéristique du solide. Elle est égale à racine de K sur M, ce qui simplifie l'équation. Nous faisons apparaître une équation qui ne dépend que d'un seul paramètre, qui est le rapport entre la masse du fluide contenu dans un volume L3 et la masse modale du mode considéré. Ce nombre est appelé rapport de masse. Il quantifie l'influence de la contrainte fluide sur la dynamique du solide. Voici toutes les équations sans dimension que nous venons d'établir, représentées dans la vue schématique introduite au début de la vidéo. Il n'y a plus que 4 paramètres indépendants, plus un cinquième, le nombre de déplacements, caché dans la condition cinématique. Regardons tout d'abord le paramètre de compressibilité. Celui-ci peut être vu comme le rapport de 2 temps caractéristiques, fluide et solide, mais aussi comme le rapport de 2 longueurs. La longueur L est la longueur d'onde des ondes acoustiques émises par le solide en oscillation à la fréquence ω0. On note dans l'équation de conservation de la masse que si K au carré est très petit devant l'unité, on se retrouve avec la condition d'incompressibilité div de U égale 0, ce qui signifie, dans ce cadre, que l'acoustique est négligée. Arrêtons-nous un instant sur ce cas extrême. Ce que nous venons de dire est que si K au carré est très petit devant l'unité, la vibration de l'objet n'engendre pas d'onde acoustique d'amplitude significative. On dit aussi que l'objet ne rayonne pas, et nous avons montré que cela arrivait lorsque la taille était petite devant la longueur d'onde acoustique correspondante. On peut facilement mettre en évidence ce phénomène à l'aide d'une petite expérience. Voici un mécanisme de boîte à musique. Lorsque l'on tourne la manivelle, une roue crantée vient exciter des petites lames métalliques qui entrent en vibration. Cela produit une petite musique. La largeur des lames est de l'ordre du millimètre, et les fréquences produites de l'ordre de quelques centaines de Hertz, disons 500 approximativement. On trouve K de l'ordre de 10 puissance moins 2, ce qui est très petit. On entend quelque chose, mais le son semble très faible et très aigu. En revanche, si l'on couple la boîte à musique avec une structure vibrante de plus grande taille, on permet à la longueur caractéristique de la structure impliquée dans le rayonnement d'être beaucoup plus grande, disons de l'ordre du décimètre. Dans ce cas, K est 100 fois plus grand et le son est beaucoup plus perceptible. Il faut noter que la vibration de la table est à peine mesurable, certainement de l'ordre du micron, alors que les lames, elles, ont une amplitude de déplacement de l'ordre du millimètre. C'est donc bien la taille caractéristique, elle, qui entre en jeu dans l'analyse dimensionnelle, et non l'amplitude vibratoire, xi0. Les musiciens connaissent bien ce phénomène, puisque c'est ainsi qu'ils entendent le son de leur diapason, qui leur permet d'accorder leur instrument.
C'est aussi en partie pour cette raison que la taille des haut-parleurs est liée aux gammes de fréquences qu'on leur demande de reproduire. Regardons à présent un autre nombre, le nombre de Stokes. Celui-ci apparaît dans l'équation de conservation de la quantité de mouvement. Mais il est aussi caché dans la condition dynamique, écrite ici sous forme projetée sur le mouvement modal de la structure. En effet, le tenseur des contraintes fluides a été adimensionné en utilisant une pression caractéristique dynamique. Cela fait apparaître un terme 2 sur Stokes en facteur du tenseur taux de déformation, qui est à l'origine des contraintes de cisaillement, et qui sont par essence visqueuses. Si le nombre de Stokes est très grand, l'influence de la viscosité sera donc faible dans le bilan de quantité de mouvement. Mais l'expérience du mécanicien des fluides nous conduit à être très prudents avec cela. En effet, nous savons qu'une autre échelle de longueur existe, celle des couches limites, qui peuvent avoir une grande influence sur la dynamique des écoulements, en particulier si ces couches limites sont sujettes à des décollements. Toutefois, nous montrons ici qu'au grand nombre de Reynolds ou de Stokes, les efforts exercés par le fluide sur la structure sont dominés par les efforts de pression. C'est notamment le cas en aérodynamique, où des prises de pression pariétales suffisent à quantifier les efforts de traînée et de portance sur les objets. Le nombre sans dimension suivant est le nombre de Froude dynamique. Nous l'avons décrit précédemment comme le rapport de deux fréquences. 1 sur Froude dynamique carré peut aussi être vu comme le rapport entre deux pressions caractéristiques. La première est l'ordre de grandeur des variations de pressions hydrostatiques sur la longueur caractéristique L, soit ρ0GL. La deuxième est l'ordre de grandeur des fluctuations de pression dynamique dans l'écoulement. L'inverse de ce nombre quantifie donc l'importance des effets hydrostatiques. Et finalement, le dernier nombre est le rapport de masse. Il apparaît au second membre de l'équation d'oscillateur. Ainsi exprimé, le solide influence la dynamique du fluide au travers de la condition cinématique, et le fluide exerce une force sur le solide au travers de la condition dynamique, qui induit une force proportionnelle au rapport de masse. Si ce nombre est petit, la dynamique du solide n'est pas influencée par la dynamique du fluide. C'est comme si le solide évoluait dans le vide. Par exemple, la dynamique d'une structure ne sera pas la même si elle est plongée dans de l'air ou dans de l'eau. Le rapport de masse sera 1000 fois plus petit dans l'air. Nous avons terminé l'adimensionnement du problème et avons discuté le rôle des différents paramètres. Il nous reste à présent à linéariser ces équations et résoudre la dynamique linéaire pour différentes configurations en fonction des ordres de grandeur des différents paramètres sans dimension.